Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le livre de Nina Bataille, J'arrête de courir après le temps. C'est une exploration qui s'adresse à tous ceux qui ont cette impression de toujours manquer de temps, de crouler sous la charge mentale ou de tout remettre au lendemain. Ça vous dit quelque chose, hein? Ces petites phrases, c'est un peu le refrain de notre époque. On a tous ce sentiment d'être pris dans une sorte de course folle contre la montre, une course qu'on a bien souvent l'impression de perdre d'avance. On connaît la chanson, on télécharge les dernières applis de productivité, on fait des listes à non plus finir. Et pourtant, ce sentiment d'être complètement dépassé, il reste là. L'autrice explique que ces outils ne sont pas suffisants parce qu'en fait, ils ne s'attaquent qu'aux symptômes, pas à la racine du problème. Et voilà, on y est. C'est le point central du livre. La solution, elle n'est pas dans la gestion du temps, mais bien dans la psychologie. Il ne s'agit pas de trouver plus d'heures dans une journée, mais de comprendre la relation souvent très émotionnelle et complexe qu'on entretient avec le temps. Allez, on creuse un peu cette idée. Pour commencer cette exploration, la première étape, c'est d'abord de mieux se connaître. Le livre nous invite à identifier nos propres tendances, nos réflexes instinctifs face au temps. On va faire ça sous forme de petits jeux. Les prochaines diapositives, ce sont des sortes d'archétypes. L'idée, c'est juste de voir lequel résonne le plus en nous. C'est une façon assez sympa de commencer à décoder nos propres comportements. Premier duel. D'un côté, on a le profil Mary Poppins, toujours calme, ponctuel, pour qui arriver à l'heure, c'est avant tout une marque de respect. Et de l'autre, le fameux lapin blanc d'Alice, toujours à courir, qui utilise peut-être son retard inconsciemment, soit pour se faire désirer, soit pour masquer une petite désorganisation. Deuxième comparaison. Un grand classique tout droit sorti de la fable. Est-on plutôt la fourmi, sérieuse, prévoyante, qui amasse sans arrêt, ou plutôt la cigale, qui sait profiter de l'instant présent, qui chante tout l'été? Ce qui est intéressant, c'est que l'idéal n'est ni l'un ni l'autre, mais un savant mélange des deux. Et pour finir, un dernier duo. D'un côté, Winnie l'ourson, qui trouve son bonheur dans le confort de sa routine, de ce qu'il connaît déjà, et de l'autre, Indiana Jones, toujours prêt à partir pour une nouvelle aventure. L'auteur Kevin Kelly propose une piste intéressante, un ratio idéal de 30% de découverte pour 70% de temps passé à apprécier ce qu'on aime déjà. C'est une idée à méditer. Maintenant, on va passer à la science qui se cache derrière nos ressentis. Parce que, et c'est ça qui est assez fascinant, le temps n'est pas aussi rigide qu'on le croit. En fait, notre cerveau est un peu un magicien qui passe son temps à l'étirer et à le compresser. On a tous fait cette expérience, pas vrai? 1 heure à faire quelque chose de passionnant, ça passe comme 1 minute. La même heure dans une salle d'attente, ça peut sembler une éternité. On le sait tous, mais pourquoi ça se passe comme ça? Attention, ce n'est pas qu'une simple façon de parler, c'est un fait neurologique. Le plaisir, l'ennui, la peur, la joie, toutes ces émotions ont un impact direct sur notre perception du temps. L'horloge qu'on a dans la tête n'indique pas du tout la même heure que celle qui est accrochée au mur. En plus de ça, il faut comprendre que notre cerveau est programmé pour le court terme. Pendant des milliers d'années, sa seule priorité, c'était la survie immédiate. Du coup, il est super doué pour réagir à ce qui se passe maintenant, mais il a beaucoup plus de mal à se projeter sur des objectifs abstraits à 10 ans. C'est une sorte de bug hérité de notre évolution. Et ça nous amène tout droit à un sujet qui parle à beaucoup de monde, la fameuse procrastination. Le livre, là-dessus, propose de déconstruire un très grand mythe. Ce chiffre, il est tiré d'une étude citée dans le livre. Environ 20% de la population serait constituée de procrastinateurs chroniques. C'est énorme. Et ça montre surtout à quel point ce combat est partagé. Personne n'est seul face à ça. Et voici le changement de perspective qui change tout. La procrastination, ce n'est pas un signe de paresse ni de mauvaise organisation. En réalité, c'est une stratégie, souvent inconsciente, pour gérer des émotions qui sont difficiles. Et ces émotions, eh bien, les voici. On ne remet pas les choses à plus tard par paresse, mais parce qu'on a peur d'échouer, peur de ce que les autres vont penser, ou parce qu'on manque de confiance en soi. Et parfois même, on recherche à cette montée d'adrénaline qu'on a en travaillant à la dernière minute. Rien que de reconnaître ça, ça permet déjà de se libérer d'une énorme partie de la culpabilité. Cette petite phrase du livre résume tout à la perfection. Quand on procrastine, ce n'est pas la volonté qui nous manque, c'est l'action qui est paralysée par une peur. C'est une sorte de mécanisme de défense, de protection. Bon, on a bien posé le diagnostic. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le livre propose heureusement des stratégies très pratiques et accessibles pour changer la donne. Ça, c'est un outil de langage qui est tout simple, mais vraiment très puissant. Quand on dit « je n'ai pas le temps », on se positionne en victime. Mais si on dit « je donne la priorité à autre chose », on reprend le contrôle. Ça devient un choix et non plus une fatalité. Ça change complètement la perspective et ça nous redonne une responsabilité positive. Une autre idée clé, c'est qu'on ne peut pas lutter contre sa propre biologie. Le livre nous parle des chronotypes. En gros, il y a environ 25% de gens du matin, 25% de gens du soir et 50% qui sont entre les deux. L'idée, c'est de travailler avec son cycle d'énergie naturelle et pas contre lui. L'idéal, c'est donc de prévoir les tâches les plus exigeantes au moment où on est à son pic de productivité.
Alors là, on a une technique un peu contre-intuitive, mais qui est brillante. Au lieu de se demander comment faire pour réussir, la technique propose de se poser la question inverse. Comment faire pour être absolument sûr d'échouer? En listant tout ce qui mène à l'échec, on met le doigt sur nos propres habitudes d'auto-sabotage. Et l'étape suivante, c'est d'en choisir une seule, juste une, et de décider de l'abandonner. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de tout changer d'un coup. Pour conclure, on va prendre un peu de hauteur. L'objectif final, ce n'est peut-être pas de gérer chaque minute de notre journée, mais plutôt de changer la qualité du temps que l'on vit. Cette citation de Proust est juste magnifique. Elle nous invite à passer d'une vision purement quantitative du temps, combien d'heures il me reste, à une vision qualitative. Quelle est la saveur, l'odeur, la couleur de cette heure que je suis en train de vivre? Le but n'est pas d'avoir plus de temps, mais d'être plus présent dans le temps que l'on a. Et on va finir avec cette question, une question de Kevin Kelly qui est assez percutante. Elle nous ramène à l'essentiel. Nos journées, finalement, ce sont les briques avec lesquelles on construit notre vie. Cette question ne nous demande pas d'être plus productif, mais d'être plus conscient. De s'assurer que les petites choses qu'on fait chaque jour nous emmènent bien dans la direction où on a vraiment envie d'aller. C'est peut-être ça, finalement, le secret pour reprendre son temps en main.